Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, deuxième épisode du podcast, c'est parti. Dans le premier épisode, je vous partageais un peu mes réflexions autour de mes valeurs environnementales et cette forme d'incohérence que je pouvais ressentir. Et je pense que pour pouvoir vraiment prendre du recul sur ces questions, il faut d'abord comprendre d'où viennent ces valeurs. Finalement, d'où vient la personne que vous avez devant vous. Aujourd'hui, j'ai donc envie de revenir un peu en arrière, de revenir un peu sur mon parcours, sur mon enfance, enfin finalement de vous raconter un peu ma vie, on dira. Parce que comme je vous ai dit pendant l'introduction, pour comprendre pourquoi je me pose toutes ces questions aujourd'hui, il faut aussi comprendre comment mon lien avec la nature s'est formé au fil des années. Avant de commencer, je voulais vraiment vous remercier pour vos nombreux retours que j'ai eus pour le premier épisode. Ça m'a vraiment touché et surpris. Je m'attendais vraiment pas à en avoir autant. Alors merci, c'est top. Pour entrer dans le vif du sujet, je pense que j'ai toujours été attiré au fond de moi par la nature. Peut-être parce que depuis mon tout jeune âge, j'ai eu la chance d'avoir connu des moments forts et heureux dans la nature. Les premiers souvenirs que j'ai remontent à quand j'avais 4-5 ans, avec mes grands-parents paternels en Bretagne. Je me revois passer les vacances dans leur immense jardin au milieu des champs de blé, à passer le tracteur tondeuse assis sur les genoux de mon grand-père, ou encore à pêcher mes premiers poissons avec lui dans son étang au fond du jardin. Les seconds souvenirs qui me reviennent sont des souvenirs avec mon père. Enfin après, je sais même pas si c'est des vrais souvenirs ou simplement des images que mon cerveau a reconstruit à partir de vieilles photos d'albums de famille. Mais bon, au final, dirons-nous, ça changera pas grand-chose au goût de la soupe. Mon père était donc élagueur de profession. Je me souviens qu'il adorait nous emmener sur ses chantiers, mon frère et moi, ainsi que jardiner et s'occuper du potager. En tout cas, il y avait cette forme d'attache, de lien avec la nature, les arbres, le jardin. Je sais pas si à l'époque je m'en rendais bien compte, mais je pense avec le recul qu'il nous a transmis quelque chose. Une forme d'attention, d'intérêt particulier, une façon de regarder les arbres autrement que comme des simples éléments de décor. Des éléments que l'on regarde sans vraiment y prêter attention. Et je pense que quand on est enfant, porter ce genre de regard sur le monde qui nous entoure a son importance dans la manière dont on va se construire. Parce que finalement, j'aurais grandi avec une manière de voir les arbres pas comme de simples éléments de décor. Bien sûr, à l'époque, je dirais pas que je les considérais d'égal à égal à un homme, mais je pense que j'avais déjà intégré l'idée qu'ils avaient une vraie valeur, qu'ils étaient vivants et qu'il fallait quelque part en prendre soin. Voilà, je pense qu'avec le recul, notre père nous a transmis ça. Finalement, que ce soit mon père ou mes grands-parents des deux côtés, tous avaient un potager. Certainement parce que les gens à l'époque prenaient le temps et avaient envie de manger des bons produits et leurs produits. Aujourd'hui, bah non, on n'a plus le temps de jardiner, il faut aller sur Netflix. Et je me souviens qu'à l'époque, c'était pas des petits potagers qu'ils avaient, hein. C'était des potagers qui étaient bien plus grands que mes appartements crous de l'époque. En tout cas, à l'époque, j'adorais me promener dans le potager, à regarder les légumes pousser et à aider comme pouvait aider un gosse de 5 ans, bien sûr. À cette époque, en tout cas, on n'allait pas au jardin une fois par semaine pour tondre la pelouse à chaque mauvaise herbe que l'on voyait plus haute que les autres, par peur de se faire juger et moquer par les voisins, ou pour leur montrer qui a le plus beau jardin. J'ai jamais compris d'ailleurs ce délire de compétition entre voisins, faudrait m'expliquer. Finalement, peut-être c'est la pelouse qui fait le moine, dirons-nous. Ensuite, entre mes 6 et 10 ans, s'en est suivi une des périodes les plus heureuses de ma vie. Je ne pourrai jamais oublier qu'avec mon grand-père paternel, on passait tout notre temps libre à jouer dehors, dans un parc ou dans la forêt. Je ne sais pas lequel était le plus courageux, entre mon grand-père, qui après chacune de ses journées de travail toute la semaine venait nous courir après, mon frère et moi, jusqu'à pas d'heure le soir, ou à ma grand-mère qui devait laver et recoudre sans cesse nos fringues ruinées de terre et de trous. Quand j'y repense, en vrai, c'était impressionnant parce que mon grand-père se levait tous les matins à 6 heures pour aller au travail. Et quand il revenait à 17-18 heures, bah, c'était pour nous courir après avec mon frère. Et le week-end, bah, il est consacré à jouer avec nous, que ce soit à courir dans le jardin ou à faire du vélo ou à jouer à la tour de Montlhéry. C'était quelque chose. Il avait pas de répit, le pauvre. Il avait pas de répit. Ça force vraiment le respect et l'admiration finalement. En tout cas, cette période de ma vie avec mes grands-parents, bah, je m'en souviendrai toute ma vie. C'est fou de se dire à quel point les activités extérieures primaient sur les intérieures à cette époque. Dites-moi si vous avez eu le même ratio, mais moi c'était grosso modo 80% du temps dehors et 20% du temps quand il faisait pas beau à l'intérieur quoi. Aujourd'hui, les jeunes de nos jours, on leur offre une PS5, une Switch et un téléphone portable pour qu'ils aillent sur TikTok à 5 ans. Mais on va où? Oh là là. Ah les jeunes, c'est plus ce que c'était hein. En fait, avec le recul, je me dis que je suis assez reconnaissant de l'enfance que j'ai eue. Bien sûr pour les moments que je viens de vous citer, mais pas que. Pour avoir grandi avec un toit, de la nourriture, une éducation, un pays riche et développé, sans guerre. Parce que je trouve qu'on a tendance à normaliser ou à banaliser cette chance que l'on a, mais à tort. Et aujourd'hui, plus qu'hier, quand on regarde l'actualité, cette chance, elle est criante. Entre les guerres, les bombardements, les crises humanitaires, les pénuries alimentaires, le réchauffement climatique. Ça fait beaucoup là, non?
Il suffit d'ouvrir les informations 2 minutes pour se rendre compte à quel point on a eu de la chance de grandir dans ce genre de pays. Bref, je sais pas où je vais avec ça, mais il me semble important de le rappeler. Reprenons avec un élément central de mon enfance qui a profondément marqué ma relation avec l'environnement. J'ai nommé la pêche. C'est un loisir qui a été initié par mon père, qui nous emmenait le week-end occasionnellement avec la voiture et tout le matos. Et donc c'est là qu'est née cette passion finalement. Et puis après, avec l'âge et la découverte de la pêche au leurre, qui est une pêche active et itinérante, je me suis mis à y aller un petit peu tous les jours. Et ça, de mes 12 à 18 ans finalement. En fait, ce que j'aimais, c'était être dehors, dans la nature, à observer les rivières, les arbres, les paysages, et à aussi regarder dans l'eau pour espérer voir des poissons. Et puis finalement, essayer de trouver des techniques pour leurrer ces poissons. La pêche sportive aurait donc été un élément important et déclencheur de mon attrait pour les milieux aquatiques, même si avec le recul, être pêcheur sportif et prétendre aimer la nature, il y a peut-être anguille sous roche là, Julien, non? Tu crois pas? Il y a peut-être hypocrisie ou quelque chose. Je reviendrai sur cette controverse dans un prochain épisode, vous en faites pas. Mais en tout cas, j'ai arrêté la pêche sportive vers la fin du lycée, début de la fac. Et enfin, je mentionnais une dernière personne qui, durant toute mon enfance et encore même aujourd'hui, qui m'aura beaucoup inspiré et qui aura grandement contribué à la personne que je suis aujourd'hui. Ma tata écolo! Ma tata écolo, qui comme son nom l'indique, est une personne qui faisait grandement attention à son impact sur l'environnement. Elle vivait simplement, donc mangeait chez le producteur ou mangeait local, faisait du covoiturage et s'investissait dans des projets locaux, sociaux, écologiques. Il faut garder en tête que quand on a ce genre de personnes dans son entourage quand on a 12-13 ans, eh bien ça casse un peu les codes, ou du moins les croyances ou le modèle sociétal qu'un gosse de cet âge peut se faire finalement. À cette époque, je connaissais pas bien les enjeux climatiques. J'avais pas l'image de la pollution plastique dans les océans ou de l'impact des industries du textile ou agroalimentaire. À cet âge, je comprenais pas tout. Mais par contre, ce que je comprenais, c'est quand elle m'expliquait tous les enjeux, les impacts, ça, c'était des choses qui me parlaient. Voilà, en tout cas, c'est la première personne de mon entourage qui était engagée, qui portait ce genre de discours et qui m'a éveillé sur le sujet. Et je lui en suis très reconnaissant parce que elle aura certainement beaucoup impacté mes orientations professionnelles et sur la personne que je suis devenue aujourd'hui. En parlant d'école, j'ai été en faculté de sciences de la vie et de la terre. La première année de la fac était assez large, mêlant sciences de la vie, sciences de la terre et chimie. Ensuite, je me suis concentré en L2 sur la géologie, sur la partie sciences de la terre. Ces premières années de fac n'étaient pas simples pour moi parce que j'avais pas de projet concret en tête. Je savais pas vraiment où j'allais juste j'y allais. Et j'avais par conséquent beaucoup de mal à me mettre au travail. Et je me suis donc orienté en L3 professionnel, donc une année plus tournée vers la pratique puisque j'avais 6 mois de cours et 6 mois de stage. Et le nom de la licence, c'était Forêt et gestion de la ressource en eau. Cette année de licence professionnelle a été déterminante parce qu'en plus de renforcer mes connaissances sur la rivière, j'ai pu découvrir le monde de la forêt. J'ai pu rencontrer un tas de personnes qui avaient comme intérêt commun finalement la nature. Bien sûr, chacun avait sa propre attache à la nature, mais cette année, j'aurais énormément appris avec eux. J'ai pu découvrir la randonnée, les sorties observation, les sorties inventaire faune-flore, et aussi le brame du cerf par exemple. Chose que tout ça, j'avais quasiment jamais fait avant. Cette année a été donc charnière, j'en suis certain, et m'aurait grandement changé. Je pense que chacune de ces personnes que j'ai rencontrées m'aura profondément inspiré et changé à leur manière bien sûr, et m'aurait aidé à renforcer cette envie grandissante de travailler pour la protection de la nature. Et à la fin de cette année, malheureusement pour moi à l'époque, je devais trouver un stage. Et là, ça pique. Parce que je savais toujours pas quoi faire de ma vie. Parce que jusque-là, grosso modo, je poursuivais mon cursus par affinité de matière, mais sans réelle conviction. Et je me rendais compte à ce moment-là que j'étais dans la sauce. Parce que la plupart de mes potes avaient trouvé un stage dans un milieu qui leur correspondait, ou savaient, grosso modo, quel poste ils allaient occuper après leur stage. Au final, en regardant un peu mes attraits pour les matières, je me suis orienté dans un stage dans les milieux aquatiques. Non, mais non, arrêtez! Je peux encore dire. Et donc, à la grande surprise générale et contre toute attente, je me suis orienté dans un syndicat de rivières. Un syndicat de rivières, c'est rapidement une structure publique qui s'occupe de la gestion des rivières. Et donc, ces 6 premiers mois de stage étaient très formateurs parce que pour la première fois de ma vie, je mettais les pieds dans un travail orienté dans l'environnement et donc potentiellement dans un travail que je pourrais faire plus tard. Grosso modo, durant mon stage, j'ai assisté une personne qui s'occupait de la restauration, de l'entretien, de la gestion des rivières et de toutes les problématiques autour des rivières. Et c'était plutôt cool parce que j'alternais entre travailler sur le PC, aller sur le terrain
et marcher en bordure des cours d'eau. Et croyez-moi, dans le Var, c'était plutôt très appréciable. Et une autre partie plutôt officieuse qui consistait à tester tous les restos du coin. Le stage parfait finalement, dirons-nous. Et en parallèle de ce stage, je devais réfléchir à mon avenir. Est-ce que je continue les études avec un master? Si oui, lequel? Ou est-ce que j'arrête l'école et me dirige vers un travail? Si oui, lequel? Que de questions auxquelles j'avais aucune réponse. Ce que je savais par contre, c'est que j'étais pas prêt du tout à entrer dans le monde du travail. Et je me suis dit aussi, comme beaucoup de personnes se l'ont dit avant moi, avoir un master, ça ouvre des portes que j'aurais certainement pas uniquement avec ma licence. Et puis en plus de ça, ça me laissait du temps pour réfléchir encore plus à mon projet pro. Peut-être que je voulais aussi me prouver à moi-même et à prouver à certains de mes proches que j'étais capable de faire un master. J'ai donc déposé une vingtaine de candidatures dans la gestion de l'eau ou de la gestion de l'environnement en général, la gestion des rivières. À la fin, mine de rien, j'aurais quand même eu 4-5 acceptations. À la fin, j'ai choisi Toulouse pour le côté ambiance étudiante et aussi pour découvrir le sud-ouest que je connaissais que très peu quand. Ouais, mais c'est que t'es trop drôle, frérot. Et ce choix, après réflexion, était très pertinent, car le master gestion des sols pollués m'aurait finalement beaucoup appris, notamment sur la thématique changement climatique et la gestion des sols pollués. Quand je repense à mon parcours scolaire, je l'ai vécu comme bancal, sans fil connecteur, sans logique. J'avais l'impression d'avancer à l'aveugle, sans vraiment trouver de sens. Mais quand je prends de la hauteur sur celui-ci, vous avez vu, j'ai varié un peu mon vocabulaire. Je me rends compte qu'il y a bel et bien un sens. Un fil conducteur qui à l'époque m'était invisible puisque j'ai commencé mon parcours scolaire avec une faculté de biologie, avec des cours sur le vivant, sur l'écologie, l'origine des organismes. Puis aussi des cours de sciences de la Terre avec de la paléontologie, de la sédimentologie, de la minéralogie, de la géochimie, mais aussi de la chimie. Puis en L3 Pro, j'ai pu découvrir la forêt, renforcer mes connaissances sur les rivières. J'ai pu découvrir la gestion de la forêt, la gestion des zones humides, des espaces naturels, m'ouvrir à des thématiques comme la chasse, la pêche, la réglementation autour, mais aussi la gestion des nappes phréatiques, des cours également sur l'hydrologie, l'hydrobiologie, donc tous les petites bébêtes qu'il y a dans l'eau. Et enfin, durant mon master, j'ai pu m'ouvrir à la gestion des pollutions, dans les nappes, dans les sols, dans les milieux anthropiques, mais aussi approfondir toutes les notions que j'ai vues auparavant, en apprendre plus sur le développement durable, sur le changement climatique en général. Très intéressant. Et là, vous allez me dire, mais c'est super, Julien, ta liste de matières que tu as vues dans toute ta vie. On est content. Mais là où je vais en venir avec tout ça, c'est que finalement, je ne serais pas devenu spécialiste dans un domaine. Je n'aurais pas fait une carrière ultra technique sur un domaine précisément. En revanche, et c'est là le résultat de pas mal de mes réflexions de ces derniers temps, c'est que finalement, Julien, mais alors t'en fais pas, toutes tes années d'études n'auraient pas servi à rien. Elles m'auront permis de découvrir tout un tas de matières, de disciplines diverses et variées, toutes reliées les unes aux autres d'une certaine manière. En fait, quand on y repense, quand on prend une vision assez large de l'environnement, toutes les matières s'imbriquent. Parce que pour comprendre le changement climatique, le développement durable, il faut avoir une vision assez globale du problème. Il faut connaître et comprendre le sol, les rivières, les forêts, tous les milieux naturels, finalement tous les espaces de la biosphère, avec ce qui se passe dans l'eau, dans la terre, dans l'air, etc. Et toutes les pollutions que l'homme peut engendrer. Je pense que mon parcours, il a été probablement atypique, aléatoire et biscornu, tout ce que vous voulez. Mais il m'a apporté énormément avec le recul. Il m'a apporté des connaissances assez larges et une ouverture d'esprit qui me permettent d'avoir un recul suffisamment important sur toutes les problématiques autour de l'environnement. Et ça peut paraître tout con tout ce que je viens de dire, mais c'est la première fois que je me le dis. C'est la première fois que je me dis que mon parcours scolaire a été riche et a été réussi. Masha'Allah. J'en suis pas encore au stade à me dire que Julien, tu peux être fier du parcours que tu as fait, mais pour la première fois, je me suis dit que tu as réussi ton parcours, bien qu'il ait été très bancal, je veux le rappeler. Et donc aujourd'hui, à 26 ans, me voilà à essayer de trouver quoi faire de tout ça. Comment je peux essayer d'articuler ma vie autour de mon bagage environnemental et mes valeurs? Parce qu'en réalité, il y a au moins 8000 manières de travailler pour l'environnement. Et donc la vraie question, c'est par quel bout on attaque le rôti, quoi. À la fin de mon stage de fin d'études, je me suis dit que j'ai vécu vraiment une expérience enrichissante. M'occuper de travaux de restauration et d'entretien de rivières, c'était concret, intéressant, porteur de sens. Et honnêtement, je me voyais totalement continuer là-dedans. D'ailleurs, j'avais même été accepté dans un syndicat juste après mon stage. Donc j'étais vraiment à deux doigts de continuer dans cette voie-là. Mais finalement, encore une fois, une petite voix dans ma tête me disait « Julien, c'est pas le moment. Hein. C'est peut-être pas la bonne direction que tu dois prendre maintenant. » Après, bon, existe-t-il une bonne ou une mauvaise direction? En tout cas, la direction que j'ai choisi d'emprunter dans ma vie à ce moment-là, c'était de partir. Et me voilà depuis bientôt 9 mois en Australie. Quoi? Tu m'as pas que c'est pas vrai? Expérience très originale, ma foi, de nos jours. Et voilà où j'en suis dans mes réflexions
début juin 2026. Et comme vous pouvez l'entendre, une autre direction que j'avais envie de prendre après mes études, c'était ce podcast. D'ailleurs, comme j'ai dit, je vois un peu ces 2 épisodes un peu comme des introductions. Une manière de poser les bases de mes réflexions, de vous expliquer mes contradictions, mais aussi une manière que vous appreniez à me connaître. Je développerai d'ailleurs peut-être un jour mon expérience en Australie, bien sûr avec ce regard environnemental, on verra. En tout cas, je sais pas encore comment j'apporterai ma pierre à l'édifice vis-à-vis de l'environnement. En vrai, je suis pas certain de beaucoup de choses, mais en vrai, je suis certain d'une chose. Et c'est là où faut pas s'attendre à une morale de ouf, hein. Je suis personne pour faire une morale. Mais quand on a quelque chose qui nous anime depuis autant de temps, et quand cette chose fait partie de notre quotidien, alors je pense vraiment qu'on finit toujours par trouver le moyen d'en faire partie intégrante de sa vie. Donc c'est pour ça que finalement là, la conclusion que je me fais, c'est que je me fais pas trop de soucis quant à trouver un taf en lien avec l'environnement et en lien avec mes valeurs. Mais voilà, en tout cas, je voulais finir sur ce petit brin d'optimisme. Voilà pour cet épisode. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Je finis pile avant la nuit, c'est parfait. Je vous avoue que c'était un épisode qui me tenait particulièrement à cœur, que j'ai mis pas mal de temps à écrire, parce que forcément, j'ai évoqué des personnes qui me sont chères, et j'avais envie de leur rendre à travers cet épisode un sorte d'hommage. En fait, je sais pas si on peut parler vraiment d'hommage, mais en tout cas, je vois par l'intermédiaire de ce podcast une manière de mettre en lumière un peu tous les gestes, tous les efforts et tout l'amour qu'ils ont donné pour moi. Donc voilà, je voulais les remercier. En tout cas, la prochaine fois, c'est promis, on fera un épisode moins long et un peu moins autobiographique. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez eu ce genre d'enfance et si vous avez eu durant votre scolarité ce genre de questionnement, ou si vous avez eu l'impression qu'au contraire votre chemin s'est tracé tout seul, naturellement, durant votre scolarité. À très bientôt pour un tout nouvel épisode. Prenez soin de vous. Ciao!